Vous écoutez Liberté sur parole sur Aligre FM 93.1. On est toujours en compagnie de Guy Laberty pour son livre Ibni, paru aux éditions du Gris-Gris. Et à l'instant, on écoutait quoi, Guy Laberty, puisque c'est vous qui avez choisi? Oui, c'est Muntu Valdo, qui est un auteur, compositeur, interprète camerounais, qui vit à Londres et qui est arrivé en Europe en 2001. Disons que l'accueil en France a été un peu complexe et bon, il est à Londres à l'heure actuelle et ce disque est son premier sous le label de la Warner et j'espère que la carrière se développe, en tout cas elle se développe plus dans le monde anglo-saxon. C'est un petit peu comme Richard Bonnat, qui lui-même a eu un passage en France un petit peu douloureux et qui a véritablement éclaté dès l'instant qu'il est allé aux États-Unis. C'est le sort de beaucoup d'artistes originaires d'Afrique et d'ailleurs je crois que la France devrait s'interroger sur ses difficultés à voir ces artistes africains percer en France et qui après trouvent sur d'autres terres, que ce soit en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni ou aux États-Unis ou au Canada, une plénitude qu'ils n'ont pas pu trouver en France. Ah, ça, c'est un beau chantier, c'est peut-être une mission qui s'ouvre à vous pour à Ibni. Une vie politique assassinée, on l'a laissé quand il a participé successivement au gouvernement d'Hissène Habré puis d'Idriss Déby. Donc il monte une tentative d'opposition démocratique, Oui. beaucoup de mal à obtenir des voix puisque les élections sont largement truquées. Voilà, et même s'il y a un pseudo-contrôle international, vous dites dans le livre que c'est complètement factice. Oui, et qu'en l'occurrence, il était estimé autour de 10%, enfin il pouvait espérer avoir 10% des voix et il n'en a eu même pas 3%. Oui, c'est-à-dire que même l'estimation de 10%, elle est fournie par un quotidien du pouvoir. Et si on reprend un petit peu la vision, je dirais souvent médiatique qu'on a, Tchad du Nord, Tchad du Sud, qui a une forme de réalité, mais justement, Ibni, le Parti pour les libertés et le développement, c'est la République unitaire et laïque. Et donc, lui, c'est un homme du Nord. Il est né à Biltine et c'est un homme, pour vos auditeurs, je dirais qu'il se situe dans le centre-nord du pays, proche du Soudan. Et précisément, Idriss Déby est originaire d'un type de cette zone-là un peu plus au nord. Il est de l'Enedi, mais donc il tolérait très mal que quelqu'un qui lui était très proche géographiquement, dans le cadre de la géopolitique intérieure tchadienne, ose l'affronter à une élection présidentielle. Et c'est pour ça qu'en particulier dans la région d'Abéché, qui est quand même la deuxième ville du Tchad, où d'ailleurs se trouvent les forces françaises, elles sont à N'Djamena et à Béché, je m'excuse de le rappeler, mais elles y sont depuis 86 à titre provisoire. C'était inacceptable pour cet homme-là, et donc ça explique ce score misérable qu'il lui a, je dirais, accordé, quoi. Mais vous, à l'époque, vous avez encore des responsabilités au PS. Quel est votre pouvoir d'influence? Qu'est-ce que vous faites remonter? Quelle est la position de la France? Au sein du Parti socialiste, moi je peux, si vous voulez, en parler réellement entre 1997 et 2002, où Lionel Jospin est Premier ministre. Moi je suis délégué national à l'Afrique. Donc on a des relations avec le Parti pour les libertés et le développement. Et pour vous situer une anecdote, en 2001, je vais là-bas pour participer à une réunion qui est co-organisée par la Fondation Jean Jaurès et le Parti pour les libertés et le développement. C'est précisément des débats sur la loi électorale, la lutte contre la fraude électorale. Et alors que je suis arrivé le vendredi soir, qu'on a fait notre affaire le samedi et le dimanche matin, l'ambassadeur de France me dit qu'il a passé un très mauvais dimanche après-midi parce que... Vous n'êtes plus très désirable sur le territoire. C'est ça, et donc il voulait que je parte m'expulser dès le dimanche soir. L'ambassadeur, qui était à l'époque Jacques Courbin, leur a dit, écoutez, moi je connais M. Laberty, je sais qu'il est là pour des fonctions de sa fondation, Jean Jaurès. Oh oui, la fondation, c'est le Parti socialiste. Donc il y avait un sentiment, disons, d'opposition très fort, et ils avaient un petit peu, dans le cadre de leur schéma du complot, imaginé que les gens du Parti socialiste venaient à la rescousse d'Ibni contre Idriss Déby. Donc c'est un moment où je dirais
dirais que les autorités françaises, en tout cas le Premier ministre, parce que c'est compliqué, puisque c'est Jacques Chirac qui est président, Lionel Jospin qui est Premier ministre, disons que je n'étais pas du tout un odeur de sainteté, si j'ose dire, à N'Djamena. Et d'ailleurs, c'est la dernière fois que je suis allé dans ce pays. Et quand j'ai fait une tribune libre à l'époque dans Le Monde, en juillet 2001, après ces élections complètement trafiquées, les autorités françaises sur place m'ont dit que la présidence tchadienne leur avait dit que j'avais cette fois-ci mordu la ligne jaune. C'est donc dire que les relations n'étaient quand même pas très, très sympathiques. Après, le PS a gardé les positions qui étaient proches des vôtres, proches d'Ibni ou pas du tout? Oui, je dois dire d'ailleurs que jusqu'au moment de la disparition d'Ibni, hein, comme on dit pudiquement, sauf qu'il n'est pas réapparu alors qu'on sait qu'il est rentré dans le palais présidentiel le 3 février 2008 au soir, et que finalement on ne sait plus où il est depuis ce moment-là. Il y a eu des manifestations en France pour la vérité sur son sort, etc., auxquelles ont participé des gens que je crois savoir aujourd'hui conseillers à l'Élysée. D'accord. Voilà. Mais alors aujourd'hui, évidemment, la situation est très complexe, puisque Idriss Déby, qui a utilisé l'argent du pétrole pour s'armer fortement, avoir des hélicoptères de combat et aussi quelques avions chasseurs, passe pour être l'armée qui compte dans la sous-région. C'est devenu une petite puissance sous-régionale. Et comme oui, parce que le pétrole, c'est assez récent. Hein. Ça fait une dizaine d'années qu'ils ont du pétrole. Oui, c'est ça, essentiellement dans le sud du pays, un petit peu aussi au nord du lac, dans la province du Kanem. Et donc, ça fait d'ailleurs l'objet de beaucoup de négociations avec la Banque mondiale, qui l'avait quasiment mis sous tutelle pour l'utilisation de l'argent. Mais on voit bien que l'argent... ceci dit... Oui, c'est passé de 90% qui devait être alloué à la réduction de la pauvreté à 70%. Enfin bon, après ça, c'est des recommandations. Ça se dilue beaucoup. Précisément, les responsables africains sont confrontés à un vrai problème, parce que c'est vrai que la sécurité alimentaire, l'éducation, etc. sont des priorités, mais de notre côté, et précisément dans la phase actuelle de notre histoire, les problèmes sécuritaires se posent pour eux, et il faut bien qu'ils sortent de cet engrenage de devoir toujours appeler Paris pour s'en sortir. Alors ça pose un vrai problème de fond, sur ce qu'on a appelé les rapports franco-africains, et certains aujourd'hui protestent contre la permanence de cette présence française. Bon, François Hollande... Non, on peut se contenter de leur vendre les armes, on n'est pas obligé de mettre les pilotes avec. C'est ça, et je crois surtout quand même, et là je reprends une réflexion du président nigérien actuel, Mamadou Issoufou, qui disait dans une interview au Monde, alors qu'on lui disait mais il va y avoir une base française, etc. En Niger, qui disait, alors qu'il y a des forces spéciales au Niger en ce moment, on le sait avec ce qui vient de se passer, Arriva et tout ça, il disait la défense est une chose, sa propre défense, il est quand même très dangereux de la confier à d'autres. Ce qui veut dire que même quand vous avez une vision progressiste de votre pays, que vous voulez mettre les réformes sociales en avant, il faut aussi vous préoccuper de la dimension sécuritaire. Et c'est une des contradictions parce que ça coûte cher. Et ça, évidemment, cet argent qui va là, il ne va pas à l'éducation et à la santé. Quelle était la position d'Ibni là-dessus, justement? Est-ce qu'il était, lui, démocratie, indépendance réelle, donc ça passait aussi par là, sans doute. Ça passait par là, mais je peux dire que, comme lui ne l'a pas vécu au sommet de l'État, je ne voudrais pas faire de la politique fiction, mais dans ce souhait qu'ont eu beaucoup de ces militants africains des années 70-80, de vouloir récupérer une part de souveraineté, parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de la mondialisation, personne n'est absolument indépendant, il y a une dépendance, mais je dirais une part de souveraineté, de décision politique propre au Tchad pour les questions tchadiennes. Et inévitablement, ce problème se serait posé. Mais c'est vrai que toute cette génération-là a vécu d'une façon très paradoxale le rapport à la France. Parce que, par exemple, face à la Libye, les gens étaient un petit peu impuissants. À un moment donné, vous savez, sous Goukouni, il y a eu quasiment une occupation libyenne. Et c'est les débuts d'ailleurs de Mitterrand vient d'être élu. Et un des grands enjeux, ça a été effectivement que les Libyens quittent N'Djamena, etc. Ceci dit, moi je ne vais pas trancher entre une présence libyenne et une présence française. Les deux sont aussi détestables quand on a quand même pour conviction profonde que les Tchadiens doivent se charger de prendre la décision pour ce qui concerne le présent et l'avenir du Tchad.
Bon, on revient à ce fameux opposant politique démocratique. Quelle est la situation quand il est arrêté en 2008? On est en pseudo-guerre civile quand même. Oui, c'est-à-dire que il y a un échec dans cette vision de vouloir intégrer l'opposition armée dans la République. Donc il y a toujours la permanence d'une opposition armée, mais Ibni, à ce moment-là, a beaucoup travaillé entre son échec à l'élection présidentielle de 2001 et 2008 a coordonné l'ensemble de l'opposition démocratique. Alors il y a eu deux temps. Il y a eu d'abord ce qu'on a appelé la CAD pour une alternance démocratique. Et après, quand Déby a voulu modifier la Constitution pour devenir en quelque sorte président à vie, puisque après la conférence nationale, la Constitution limitait à 2 mandats l'exercice présidentiel, donc il aurait dû partir en 2006. Il a donc opportunément modifié la Constitution en 2005 par un référendum bien arrangé. Avec un taux de participation oui, sur un taux de participation qui défie l'entendement, surtout quand on voit ce qui se passe dans les bureaux. Quoi. Vous avez des bureaux déserts et le soir, vous vous apercevez qu'il y a 70% de participation. Voté, ouais. Mais quand même, dans la capitale, il n'a pas dépassé 38 officiellement. Et donc, vous pouvez estimer ça plutôt à 10. C'est un petit peu, hélas, les réalités que l'on retrouve. D'ailleurs, on l'a vu récemment en Côte d'Ivoire pour les municipales. Mais enfin, là, eux-mêmes, officiellement, on dit que 30-35. Et donc, on peut plutôt penser que c'était autour de 15. Mais ça, c'est un drame. Et ce qui accentue le drame, c'est lorsque des observateurs internationaux viennent corroborer des choses qui sont manifestement fausses. Mais enfin, il faut reconnaître que ce n'est pas toujours la règle, mais c'est souvent ce qui se passe. Donc, il fait ce référendum, la Constitution est modifiée, et donc, Ibni est un des ciments, je dirais, de cette coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution, qui est la CPDC, et il en est le porte-parole. Et cette CPDC va signer un accord cadre politique avec le régime Déby en août 2007, le 13 août 2007, sous la pression de ce qu'on appelle la communauté internationale. Ouais. Pour parler plus clair d'ailleurs, c'est Desesquelles, qui est un diplomate français, qui est à ce moment-là le représentant de l'Union européenne à N'Djamena, qui a été au Togo et qui a réussi un accord intertogolais dont on a vu historiquement ce qu'il est devenu. C'est lui qui est à la manœuvre pour redonner un petit peu de virginité politique à Déby en le contraignant à cet accord politique, mais Déby, tout au long de sa vie, a montré que les accords politiques, pour lui, c'était des chiffons de papier. Et donc, en 2007, cet accord est signé. Moi, c'est la dernière fois que j'ai vu Ibni vivant, c'est en septembre 2007. Il passe en France, on a dîné ensemble et je le dis dans le livre, je le sens extrêmement préoccupé. Il a signé cet accord du bout de la plume parce qu'il sait que c'est un vrai pari et l'histoire va bien montrer que c'est un pari perdu puisque lorsqu'il y a une offensive de l'opposition armée qui a quasiment mis à bas Idriss Déby le 1er février 2008, c'est l'attaché militaire de l'ambassade de France, qui est à ce moment-là Jean-Marc Maril, qui va en quelque sorte sauver Déby, qui était donné partant pour le Gabon, etc., qui, il faut dire, fait preuve d'un courage politique incontestable, mais qui s'est accroché au pouvoir, et c'est vraiment les transmissions françaises, le survol de nos avions chasseurs, etc., qui ont si vous voulez, contribuer à le maintenir en place, d'autant qu'il y avait une division au sein de l'opposition armée qui est arrivée à N'Djamena et qui entourait le palais. Et Déby s'est sauvé miraculeusement, mais enfin le miracle s'appelait la France. Et il a profité de cette occasion, alors que les combats ont cessé le 2 février, pour arrêter le 3 février 3 opposants, en particulier Ibn Omar. Et là, ce que je dis dans le livre, et c'est pour ça que j'ai intitulé le chapitre 2, les Palinodi assassines de la France savait que ces arrestations allaient avoir lieu, et comme elle venait de sauver Déby, les autorités françaises auraient pu parfaitement empêcher ces arrestations.